Aujourd'hui, 20% des humains s'approprient 86% des ressources planétaires. Certains banquiers américains poussent vraiment le bouchon un peu loin. Le PDG de Goldman Sachs va tripler son salaire. Il passe de 600 000 à 2 millions de dollars par an. Et ça, c'est seulement la partie fixe de sa rémunération. Vous pensez peut-être que c'est lié aux résultats de la banque ? Pas du tout. Le bénéfice de Goldman Sachs a baissé de 37% l'an dernier. À l'heure où les Français sont invités à se serrer la ceinture, rigueur économique oblige, on apprend que les rémunérations des hauts fonctionnaires sont à la hausse. Exemple, c'est au ministère du Budget qu'on paye le plus largement les collaborateurs, plus de 15 000 € par mois. Le prix d'un conseiller économique et social, ils sont nombreux et chers aussi. Il paraît qu'on ne lit pas leurs rapports, on ne s'en sert pas, ils travaillent pour rien. Aujourd'hui en France, c'est Lagardère, c'est 23 milliards de fortune, Bettencourt c'est 17 milliards de fortune, Muliès c'est 22 milliards, enfin, c'est dingue ça. Et pendant ce temps-là, il y en a qui vivent avec des 400 €, des 600 €, qui galèrent, qui n'arrivent plus à se soigner, c'est des hôpitaux qu'on ferme parce qu'il n'y a plus d'argent, c'est des écoles qu'on ferme parce qu'il n'y a plus d'argent. Il y a un truc qui ne va pas du tout. La question numéro 1, ce n'est ni l'immigration, ni l'insécurité. La question numéro 1 de notre société, c'est le partage de la richesse. C'est la démonstration que la spéculation financière n'a plus rien à voir avec l'économie réelle. Et que, du coup, ça crée des bulles et ça explose à des moments. Et au fond, il y a bien quelqu'un qui paye. Et c'est jamais tout en haut que ça paye, c'est tout en bas. Il paraît que la crise rend les riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c'est une crise. Depuis que je suis petit, c'est comme ça. Nous sommes maintenant passés dans ce que l'on appelle l'ère des taux d'intérêt réels positifs. Ça veut dire que les gens qui ont de l'argent, quand il n'y a plus d'inflation et quand les taux d'intérêt sont supérieurs à l'inflation, ça veut dire que les gens qui ont beaucoup d'argent en ont de plus en plus sans rien faire. Et que les gens qui n'ont pas d'argent, les jeunes, les pauvres, eh bien, ils ont de moins en moins de possibilités d'accumuler de l'argent. Ensemble, on construit un monde qu'individuellement, on ne veut pas. La charte de l'ONU du développement durable dit à son article 3 « Les ressources de la planète doivent être équitablement réparties entre tous ses habitants ». C'est complètement raté et il n'y a pas de répartition équitable. Le premier instinct de l'homme qui consiste à se nourrir est aujourd'hui complètement perturbé, que ce soit par le manque ou par l'excès. L'acte d'achat est devenu la chose la plus importante dans notre société. Avoir une grosse voiture, une belle voiture, avoir le dernier téléphone, le dernier ordinateur portable. Ça rend heureux, ça ? Ça contribue à penser qu'on est plus heureux que les autres, oui. La planète bleue devient petit à petit une planète plastique. Avec tout le plastique produit depuis 50 ans, on pourrait recouvrir 6 fois la surface de la Terre. On le dit, on le répète, tout le monde le sait, et rien ne change. Alors, il y a un problème là. Il faut 15 à 20 millions d'années à la planète pour se remettre d'un phénomène d'extinction majeure. La planète a le temps, mais pas nous. Il s'agit vraiment de nous sauver. Sommes-nous assez intelligents pour nous sauver ou pas ? Paradoxe de nos sociétés, plus on achète, plus on jette. En France, 21% des denrées finissent à la poubelle. Cela représente 89,9 kilos par an et par personne. Ma devise, c'est profiter et ne pas se prendre la tête. Jamais l'humanité n'a été aussi brillante et aussi puissante par sa technologie et par sa science. Et jamais elle n'a été aussi vulnérable car elle pense pouvoir utiliser son intelligence pour s'affranchir de la nature. Ignorant une vérité absolue, c'est que à la fois le succès de la nature réside dans sa diversité et le succès et les succès à venir de l'humanité résident dans sa capacité à préserver sa diversité naturelle mais au passage aussi culturelle. Plus l'humanité se réduit dans sa diversité, plus elle se mutile elle-même. Bonsoir. Les conditions de la vie moderne provoquent les maladies. C'est pour ça qu'on a inventé le terme « maladie de civilisation ». Diabète, hypertension, obésité, cancer. Le nombre de maladies explose, celui de la consommation de médicaments aussi. Keynes voyait dans l'accumulation infinie quelque chose d'extrêmement néfaste, c'est-à-dire penser que ça détruirait la planète à terme, ce que je pense aussi d'ailleurs. Un nouveau mode de développement qui prenne acte du fait que la planète elle est limitée, les ressources naturelles elles sont limitées. Ça je crois que c'est aussi une évidence qui commence à s'imposer pour beaucoup de gens. C'est l'urgence écologique. L'humanité ne peut plus se permettre un nouveau cycle de croissance capitaliste. Le capitalisme suppose l'accumulation et la croissance indéfinie, la marchandisation de la nature et des relations humaines. Or, il nous faut organiser rapidement une forte décroissance des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre, des pollutions chimiques, une forte réduction du temps de travail. Le capitalisme ne sait pas faire ça et il ne le fera pas. On est beaucoup plus puissant que la plupart des animaux. Il n'y a que l'espèce humaine, par exemple, qui est capable de détruire la planète avec des bombes nucléaires. Il n'y a pas de quoi être fier. Non, il ne faut pas dire que nous sommes des dominants. Nous sommes des gens qui viennent de découvrir, grâce à leur intelligence, des quantités de moyens d'agir. Et
Par conséquent, il nous faut résoudre des problèmes non plus d'efficacité, mais des problèmes de moralité. Est-ce que l'on fait ou est-ce que l'on ne fait pas? Actuellement, c'est ça qui est particulier aux êtres humains, et c'est à eux de décider du bien et du mal. De tout temps, les hommes et les femmes ont pensé à leurs enfants, voulant que leurs enfants aient une vie meilleure qu'eux. Aujourd'hui, 80% des Français pensent que leurs enfants auront une vie moins bonne qu'eux. C'est dire la morosité ambiante. Les banques n'écoutent pas les sermons, elles écoutent l'argent. L'arme maîtresse, c'est la planche à billets. Ils ne pensent qu'à posséder des billets, à être riches, à bien manger. Ils se trompent vraiment. Nous sommes très soucieux pour leur avenir. Le problème, ce ne sont pas les agences de notation. Le problème, c'est que nous dépensons trop. Qu'il faut travailler plus. Il n'y a que ça qui compte dans l'industrie, c'est les bénéfices qu'on fait. Pour les marchés, qu'est-ce qui est le plus grave, la bêtise ou la méchanceté? Parce que vous croyez qu'aujourd'hui, la crise ne sert pas aux riches? Vous croyez que les riches vont devenir plus pauvres? On s'aperçoit que finalement, il y a tout un mécanisme de la dette qui permet de pomper les richesses du côté de la population vers les plus riches. Nous, tant que nous aurons la tête formatée par les économistes, c'est-à-dire par l'idée que plus serait forcément égal à mieux, on verra toujours les solutions aux problèmes sous forme de croissance. La prochaine fois que vous toucherez un billet de banque, qu'il soit de 10, de 20 ou de 100 euros, rappelez-vous que l'argent n'a de valeur que si tout le monde y croit. Moi, je me bats pour que le fric n'envahisse pas tous les domaines de la société et ne gâche pas tout. Donc le capitalisme, c'est quelque chose d'aveugle, c'est une machine qui est brutale, qui est forte, qui est puissante, qui permet l'innovation. Effectivement, les innovateurs, ils ont une espèce de force, de puissance, d'énergie énorme là-dedans, oui, mais c'est quelque chose d'aveugle et de destructeur. Donc, et l'idée que l'argent est destructeur, c'est une bonne idée, à mon avis. C'est-à-dire que le trop d'argent, l'accumulation, l'hubris, l'hypertrophie, tout ça détruisent la société, c'est pas une mauvaise idée. Donc, limiter, effectivement, le pouvoir de l'argent à s'auto-accumuler. Demandez à votre argent. Lorsque l'argent devient uniquement tourne pour lui-même, c'est-à-dire ne devient au fond l'idée d'un dollar, c'est de faire un peu plus d'un dollar, de produire des intérêts, les intérêts qui font des intérêts, on ne sait plus ce qu'il y a derrière l'argent. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la société est devenue un peu folle. On travaille pas beaucoup en tant que gestionnaire de fortune, on attend le client qui vient défiscaliser gentiment, on lui donne quelques conseils dont on n'est pas très sûr, mais comme après tout, c'est de l'argent qui est caché, ce n'est pas très important. La bourse est un endroit dangereux et l'économie est un exercice aléatoire. Consensus absolu au standard, tout le monde veut supprimer la bourse. Le capitalisme est complètement immoral. C'est-à-dire que par essence, il cherche de l'argent, donc il fera des vaccins ou des mines antipersonnelles selon les besoins. Après 3 décennies qui ont vu la baisse généralisée ou la stagnation au mieux du niveau de vie général et l'enrichissement scandaleux d'une infime minorité. On dit maintenant au peuple qu'il devrait supporter non seulement le chômage et la misère liés à la crise de ce système, mais en plus un détournement massif des ressources publiques pour renflouer le système financier et les grands groupes capitalistes. Ça va pas être facile à faire passer. Écoutez, honnêtement, moi je vous dirais que personne ne devrait payer. Je trouve ça très vulgaire, de l'argent. Je trouve ça c'est l'invention la plus vulgaire qu'on a inventée, qui rend le plus dingue. Donc moi je vous dis que c'est quelque chose qu'il faudrait carrément supprimer. On parle de guerre des monnaies. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la monnaie soit pacifique ? On parle de guerre des monnaies alors qu'il faudrait plutôt parler de guerre des boutons. On est face à des enfants. Pour que la monnaie soit pacifiste, il faudrait que les gens grandissent. Sortir de ce monde de l'argent, où on ne parle que de l'argent et que de l'économie, et encore de l'économie, et toujours de l'économie. Le secteur coopératif peut être développé, le secteur associatif. Il y a un tas de productions humaines qui ne passent pas par le marché. Quand vous apprenez à lire à votre fils, eh bien, je suis désolé, vous faites pas un acte marchand, vous faites un acte totalement altruiste qui a une valeur considérable. On ne travaille pas pour l'argent, on travaille pour l'échange. Aujourd'hui, la crise du capitalisme nous permet de commencer à penser collectivement la possibilité de sortir du système capitaliste et nous diriger vers une société alternative. Des sottises, je dirais, les plus répandues, c'est de croire que du moment que nous sommes différents, il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre. Ce qui n'a rigoureusement aucun sens. La crise actuelle reflète les limites d'un capitalisme de prédation. Je veux rappeler qu'un marché qui n'est pas régulé n'est pas un marché, mais une loterie où la fortune sourit
aux plus cyniques. Il faut voir que les banques américaines s'en sont pris aux Américains les plus pauvres et les moins éduqués. Elles ont vendu des produits financiers qui permettaient, en gros, de leur soutirer tout l'argent possible avant de les laisser sur la paille. Moi, je vois ça quasiment comme le retour de la servitude par contrat. C'est scandaleux, moralement scandaleux. Et pourtant, c'est ce que nos banques ont fait. Je crois qu'il faut être très clair. L'évolution que nous avons eue autour de la finance ces dernières années est une évolution qui a été voulue, qui a été décidée d'un point de vue politique. Nous sommes dans une société qui a tendance à passer systématiquement par les contrats. C'est une société de la contractualisation ou de la juridisation systématique, dans le sens où nous ne pouvons pas faire un pas sans signer un contrat. Une entreprise ne fait pas assez de profit, et bien on vire les gens. C'est aussi simple que ça. Et mal payé, c'est des conditions de travail qui se dégradent, c'est une souffrance au travail, c'est des gens qui se suicident de plus en plus, c'est tout ça qui se passe. Et c'est un peu comme si finalement c'était un peu normal, on est des gens d'en bas, on est là pour trinquer, on est là pour payer les pots cassés, on est là pour subir tout un fonctionnement économique profondément injuste, mais qui est dirigé par d'autres. Et les autres, au contraire, ils s'enrichissent, ils se remplissent les poches, c'est des milliards de profits, voilà. Lorsque le système me met dans cette situation, je n'ai que deux solutions, soit détruire le système, soit me détruire moi-même. Dans cette société de compétition où ils ont échoué à obtenir un emploi régulier, ils se sentent fautifs et se refusent à condamner la société. Chacun est responsable de son destin. C'est de votre faute si vous en êtes là. C'est la phrase qu'ils ressassent dans leur solitude, relayée par les médias et leurs parents. Ils ont honte de demander des aides sociales. Certains choisissent de se fondre dans la ville, d'autres s'automutilent, entament de longues réclusions volontaires ou bien, dans l'absence totale de perspective, se suicident. Est-il exact que certains médicaments sont testés dans les maisons de retraite ? Oui. Oui, forcément. Oui, par la force des choses. Il y a des accords avec les directeurs de maisons de retraite qui permettent d'expérimenter sur les personnes âgées à leur insu. C'est totalement illégal. Le chiffre du jour, 306 milliards d'euros. Canon à vendre, chantait Boris Vian. Eh bien, le business reste très lucratif. C'est en effet le montant des ventes d'armes des 100 premiers fabricants mondiaux en 2010. Eh oui, la guerre tue. C'est ce qui scandalise notre époque. Elle torture aussi, elle viole, elle détruit, elle massacre. Il n'y a pas de guerre propre. La première, je n'aime pas qu'on vende des armes, mais c'est comme ça, on en vend et tout le monde en vend. Mieux vaut être dictateur que PD. Nous voyons bien que notre société est aujourd'hui presque une mécanique d'exclusion. On met les gens en système d'échec et non pas en système de potentialité. C'est l'exclusion de l'école, c'est l'exclusion du travail, c'est l'exclusion du logement, c'est l'exclusion de la santé. Et en même temps que l'on cultive un discours d'une formidable égalité, les gens mesurent le poids des inégalités. On ne peut pas arriver à certains postes sans avoir tué un petit peu. De temps en temps, il faut tuer. Vous ne pouvez pas faire autrement. Dans une société humaine, de temps en temps, il faut décapiter. Comment voulez-vous que dans ce monde-là, un monde où on est tous en compétition, tous, dans tous les domaines, comment voulez-vous que l'on parle de collectif alors qu'on est tous des ennemis et en compétition? L'emploi est devenu une telle chance aujourd'hui qu'il faudrait en accepter toutes les conditions, même les plus humiliantes. Le bonheur au travail est une vision bourgeoise. Soyons sérieux, le travail c'est un moyen de subsistance. Voilà, c'est l'avis de Christelle en tout cas qui est à Bordeaux. Et puis non, l'inquiétude des jeunes gens aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de travail, et de se dire bon, je vais avoir un travail horrible et pénible, etc. On pourrait imaginer que ce sont les chefs qui sont les plus heureux, mais pas forcément. Dans toutes les études, on voit que les cadres sont les plus stressés. Il y a une réelle violence au travail maintenant. Les gens ne sont pas très heureux. S'il n'y a pas une part de création dans le travail, et s'il n'y a pas une part de passion dans le travail, et s'il n'y a pas une part d'art dans le travail, c'est-à-dire si le travailleur n'est pas un petit peu artiste, eh bien c'est vrai que c'est de l'aliénation. Il est dépossédé du résultat de son travail. Chaque personne aujourd'hui a une idée, elle a une soif d'être écoutée pour être reconnue, pour être respectée. Or, nous sommes dans une société du mépris, dans une société du mépris de soi qui engendre le mépris de l'autre. Je pense que si on veut éviter le ou les scénarios noirs, il est plus réaliste d'envisager une sortie du capitalisme que d'en rechercher un nouveau mode de régulation.
Quand on entend comment ce système fonctionne, ça fait rire. Le fait est que ça fait rire. On ne se pose plus aucune question sur comment ce système fonctionne. Le scandale d'aujourd'hui n'est pas l'égoïsme dont on accuse à tort les baby-boomers. Il est qu'on en soit venu à considérer l'inégalité sociale comme allant de soi et que l'impôt ait été tellement diabolisé par l'ère libérale que les États n'ont plus les moyens d'assurer l'égalité des chances et la redistribution des richesses par la protection sociale, l'école, les services publics et les infrastructures. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. En France, 4 millions de personnes ont moins de 3 conversations par an. On est déjà en train de dérembourser et déjà on voit les assurances qui disent venez chez nous, venez chez nous. On est en train de désocialiser, c'est-à-dire casser le côté solidaire, égalitaire et collectif pour aller vers la capitalisation. Nous avons inventé une société de solitude. C'est derrière cette porte que l'impensable a été découvert hier. Un homme décédé depuis 4 ans. 4 longues années pendant lesquelles ses voisins ne se sont pas inquiétés. Aujourd'hui, louer un ami sur le net, c'est possible grâce à rentafriend.com. Le drame du XXIe siècle, c'est pas le drame de la réussite collective, c'est le drame de l'isolement individuel. En France, 146 femmes sont mortes l'an dernier sous les coups de leurs conjoints. Aux États-Unis, un enfant meurt toutes les 5 heures des suites de maltraitance. Ce chiffre est le plus élevé des pays développés. Il est entré dans la salle et a commencé à tirer d'abord sur un étudiant en pleine poitrine, puis sur une autre personne. Il tirait comme un fou. Je vais vous dire qu'il s'agit malheureusement ici d'un fait divers tristement banal. Imaginez, la dernière tuerie de ce genre a eu lieu il y a à peine un mois dans un lycée de l'Ohio. Un étudiant a battu de sang-froid 3 élèves dans une cafétéria. C'est très reposant par les temps qui courent de se retrouver dans un monde où les gens ne gueulent pas, ne braillent pas. La politique est plus dans une énergie de combat que dans une énergie d'amour, de compassion et de tendresse. Ce que les commentateurs ne veulent pas voir, c'est que les Français ont le sentiment que leur vote ne serve plus à rien. Qu'ils votent à droite, au centre, à gauche, ils ont toujours la même politique qu'ils détestent. C'est ça. C'est pour ça que les Français ne veulent plus aller voter. À 3 semaines du scrutin, 32% des Français sont tentés par l'abstention, un socle d'indécis qui pourrait en faire le premier parti de France. Il est évident pour tout le monde que les élites qui nous gouvernent n'ont rien compris à ce qui se passe, n'ont rien vu venir, ne comprennent pas ce qui leur arrive et sont incapables de formuler le moindre projet alternatif qui tienne un peu la route. Je crois que ça commence à se voir. Un maire aujourd'hui est pratiquement sans contre-pouvoir. Le maire est à la fois président de la République localement, Premier ministre localement, président de l'Assemblée communale, président de l'office d'HLM, président de l'hôpital, sans véritable contre-pouvoir. Et ainsi de suite, partout dans la société, dans la vie économique. C'est le pays de l'accaparement du pouvoir par des minorités de diverses sortes. Tu sais, des fois, tu as des jeunes artistes qui viennent te voir, qui disent « Moi, je suis petit, je débute. » Je dis « Détrompe-toi, c'est pas de la petitesse ou de la grandeur. Il y a des gens qui sont reconnus, qui sont puants. » Ce que l'on n'explique pas aux Français, c'est l'incroyable vol de pouvoir dont ils ont été victimes au cours des 30 dernières années, sous couvert de modernité. Mais pareil, en politique, c'est pareil, quoi. Il y a très peu de gens purs et propres et honnêtes. Lorsqu'un certain nombre de personnes ne croient plus à leur devenir et que la survie quotidienne est au cœur de leurs préoccupations, les valeurs de la République et les postures morales ne les intéressent plus. Je dirais que la première règle, le premier principe, abolir la concentration des pouvoirs politiques, économiques ou culturels ou audiovisuels. Et il y a une grande différence aujourd'hui entre les hommes d'État dont on a besoin pour avoir une vision collective planète et les hommes politiques qui, eux, sont extrêmement bons pour garder le pouvoir. Le mythe des experts qui savent, des dirigeants qui maîtrisent, etc., il est en train de s'effondrer. Les maîtres du système vont tenter de trouver des boucs émissaires à l'effondrement de leur hégémonie. Ben oui. Alors non seulement, je pense qu'il faut se préparer à la sortie du capitalisme, mais ça va devenir une question politique, d'actualité, dans les années à venir. On peut, je le pense, anticiper la montée d'une colère sociale très profonde devant le cynisme des élites politiques et économiques néolibérales et social-libérales. Il y en a ras-le-bol des politiciens, ras-le-bol de ceux qui font des promesses et qui après oublient complètement les plus pauvres et l'ensemble de la population. En politique, la droite ment, la gauche ment, Vous avez remarqué comme dans la bouche des hommes politiques, le mot vérité peut sonner creux. C'est parce qu'il est vide. Il est juste là pour décorer. Un homme politique ne doit pas la vérité à tout le monde. Il ne faut pas non plus demander, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas demander aux hommes politiques de tout dire. Il n'y a pas une exigence de transparence, ça serait assez tyrannique. Enfin, on n'a rien à perdre, donc on peut dire la vérité sans problème. Alors pourquoi elle n'est pas dite ? Et le problème, c'est que tous les autres ont les choses à perdre, donc personne ose dire les choses franchement.
La pratique de maintenir les données secrètes ne sert que les intérêts commerciaux des entreprises chimiques. Elle est complètement contraire aux intérêts des consommateurs et de la santé publique. L'OMS et les agences de réglementation ne méritent aucunement la confiance du public tant qu'elles ne changeront pas leurs pratiques. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait information de la population. Il faut qu'il y ait information du peuple. C'est que les mensonges. Et bien sûr, si on a une politique menée par les mensonges, on n'a aucun limite. On peut simplement dire n'importe quoi. On a un public qui est très facile à manipuler parce qu'ils sont ignorants. Parce que justement, la confiance ne peut se construire que si tout le monde sait qu'effectivement tout est dit. Mais vous savez, la petite expérience que j'ai des affaires politiques me montre qu'il ne faut pas trop croire ce que les hommes politiques disent. Hein. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas trop vrai. Et si je peux compléter la question de l'auditeur, l'action dont vous êtes le moins fier, Bernard Kouchner ? Oh bah ça, non, mais alors là, la liste est longue. Ah bon? La liste serait... Mais c'est comme ça, vous savez, Ouais. on ronge son frein. Ouais. Lorsqu'on est ministre, on n'est pas exactement militant des droits de l'homme. Moi, je pense qu'on est la veille d'une immense révolution. Tout ce monde est pourri jusqu'à la moelle. Cette question de victoire et de défaite, pour ça pour que moi, je est une question un peu datée. Je crois que dans une démocratie moderne, une démocratie apaisée, il n'y a pas des gens qui gagnent et des gens qui perdent. Tout le monde doit gagner à la sortie. L'intérêt général doit gagner. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle, ni moi, ni personne. Il y a d'abord la première des révolutions qu'il va falloir faire. C'est une révolution culturelle. Parce qu'on est tous, on est conditionnés, on est dans des postures, on est dans des jeux de rôle qui sont très sympathiques quand tout va bien. Mais je ne veux pas forcer le trait. Là, il va falloir qu'on change notre vision des choses. On va avoir besoin de coopération, de prendre l'intelligence là où elle est, la volonté d'où qu'elle vienne. Or, nous allons rentrer dans une séquence politique qui est celle d'une campagne présidentielle. Or, dans une campagne présidentielle, on vote plus pour un homme ou pour une femme que pour un projet de société ou pour un projet politique. Donc, qu'en est-il de la question du modèle aujourd'hui ? Là où elle se pose à ce point à nous tous. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de super-héros. La réponse ne peut pas venir d'un groupe d'experts. Elle ne peut pas venir d'une élite. Elle ne peut même pas venir d'une classe politique, aussi décidée soit-elle. C'est l'énergie du peuple qui compte. Vous avez entendu le mot biodiversité prononcé dans la campagne, vous avez entendu le mot changement climatique prononcé dans la campagne, vous avez entendu parler de santé et d'environnement pendant la campagne. Est-ce que quelqu'un a réalisé qu'on est en train de basculer de l'illusion de l'abondance à la rareté? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire comment on va faire demain quand la plupart des matières premières et des ressources naturelles viendront à épuisement? Le mot urgence n'a même plus de sens. Je veux dire, la crise économique a masqué un temps la crise écologique. Mais la crise écologique, quand elle va se combiner à la crise économique et à la crise financière, elle va provoquer une crise systémique qui va mettre en péril tous les acquis sociaux et démocratiques que nous avons eus depuis 150 ans. On s'habitue au tic-tac des bombes à retardement. Jean-François, moi je veux bien tout, mais encore une fois, les responsables politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'importe, sont des hommes et des femmes libres, conscients de leur rôle et de leur fonction, qui pourraient nous proposer autre chose que ce qu'ils nous proposent aujourd'hui. Et franchement, le débat de société, pour l'instant, il est assez... Mais nous pourrions aussi proposer autre chose aux hommes politiques. Pourquoi pas? Mais alors à nous, alors indignons-nous. Mais voilà. S'indigner, il y a plein de lectures. Hein. L'une qui est assez simple, c'est ne pas considérer que des choses vont de soi lorsqu'elles nous paraissent moralement condamnables. Voilà. Les lois sont écrites par les lobbies et les conservative think tanks. Donc, et les sénateurs sont simplement le dernier rubber stamp pour tout ça. On a un cerveau, on n'est pas juste à se faire exploiter, à bosser comme des cons. Et il y a aussi cette idée que on a un cerveau, on peut réfléchir, on peut penser, et on peut aussi aspirer à changer les choses et aspirer un jour ou l'autre à changer le fonctionnement économique et à diriger. Donc nous, on pense qu'il faut que la population puisse diriger, organiser la société. Au moins là, il y aurait une réponse aux besoins de la majorité de la population. Bien sûr. Parce que l'éducation a plutôt tendance, depuis certaines années, à diviser les personnes plutôt qu'à les rassembler. La France vieillit aujourd'hui, les jeunes sont de moins en moins importants démographiquement dans notre pays. Et donc ils ont le sentiment aussi de moins être écoutés, notamment par les politiques. Évidemment, on est jeune à 20 ans, et puis on est jeune à 30 ans, mais on est jeune à 40 ans, et on est jeune à 50 ans.
Et à 60 ans aujourd'hui, c'est incroyable comme on peut être encore jeune. Et pendant ce temps-là, les vrais jeunes, ils attendent d'être des jeunes de 60 ans. On est jeune adulte, et puis adulte jeune, et puis jeune retraité. Oui, bon, c'est bon de multiplier les âges, mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes devant cette opposition entre d'un côté les adultes, ceux qui ont, ceux qui peuvent, et les jeunes, ceux qui doivent attendre. On a l'impression, quand on est jeune, qu'on doit présenter en permanence un certificat de civisme ou qu'on doit en permanence faire ses preuves, qu'on doit en permanence passer des tests. On se forme, on est qualifié. Pourquoi nos qualifications, elles sont pas reconnues? Pourquoi les entreprises nous disent « Ouais, t'as un bac plus 3, un bac plus 5, mais ça va être un stage pour toi quand même, parce qu'il faut quand même qu'on voit ce que tu vaux. » Si vous voulez, dans les années 90, c'était les années tapis, les années des Golden Boys, où on nous expliquait dans l'âge d'or du libéralisme que pour s'en sortir, il fallait écraser l'autre. C'est pas cette génération-là. Elle a compris que le mythe de la réussite individuelle, il s'était effondré s'il n'y avait pas du collectif, de la protection collective, et s'il n'y avait pas justement cette dimension-là qu'on ne trouve pas dans les politiques publiques. Et c'est une génération qui dit aujourd'hui ce qu'elle a dit en 2006 pendant le CPE, ce qu'elle a dit depuis des années dans la rue, c'est son seul moyen d'expression, et elle ne se retrouve pas aujourd'hui dans les politiques qui sont menées pour elle. Moi, je crois que l'humanité est faite pour vivre en société et qu'elle va réapprendre à vivre avec les autres. Alors qu'actuellement, il y a un repli sur soi-même parce qu'on a manipulé la peur pour pouvoir être dominé et qu'on a toujours peur de son voisin, alors que son voisin, c'est quelqu'un comme nous, comme vous, et on doit réapprendre à vivre ensemble. Un peu d'amour, un peu de fraternité, souvent améliore tous les résultats de ce qu'on entreprend. Qu'ils se rassemblent, s'unissent, fusionnent partout dans le monde pour mettre un terme à la dictature économique et financière, suppôt des dictateurs politiques. Celle-ci semble être enfin ébranlée par la colère des peuples. Et nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de sortir de ce système délétère, fondé sur une fausse valeur illusoire, qui est l'argent. Je crois que ce qui forme le tous ensemble, ce qui forme le collectif, la mise en commun, c'est le fait que chacun et chacune ait les mêmes droits. La clé de voûte de toute organisation sociale et plus globalement de tous les rapports humains, c'est la confiance. Et même les plus soupçonneux d'entre nous sont obligés de faire confiance. Avoir confiance, c'est une chose. Mais inspirer la confiance aux autres, n'est-ce pas la plus belle des réussites ? Je rêve d'une société où les relations d'amitié, de tendresse l'emporteraient sur les relations, disons, de profit, d'argent, où un certain sens communautaire l'emporterait sur les égoïsmes, les préoccupations de petites carrières individuelles qui nous habitent tous. Et en plus, ce n'est pas seulement un rêve comme ça gratuit, je suis convaincu que cette société-là, que j'imagine avec d'autres amis, elle est réalisable. Pour l'individu, il a besoin de se projeter sur l'avenir. Et l'avenir est coopératif. Tout le monde sait que le logiciel libre, aujourd'hui, devient la référence industrielle, dans tout le monde industriel du logiciel. Et tous les grands acteurs, y compris qui ont des logiciels propriétaires, sont en train de s'y préparer, parce qu'ils savent maintenant que c'est inéluctable. Vous savez, je crois que la seule solution, c'est d'aimer les gens. La solidarité, c'est un très beau concept. C'est un très beau concept. Entre patrons, c'est normal de s'entraider. Nous avons absolument besoin d'une coopération mondiale sans précédent pour sortir de cette crise durablement. Il faut qu'on arrive à construire une société humaine, solidaire. C'est que comme ça qu'on combattra les idées pourries comme le racisme, l'antisémitisme. Et on voit que ça coûte cher, on voit que c'est criminel ces derniers temps. Et qu'on évitera peut-être le tout sécuritaire. Ouais. Plus n'est pas forcément égal à mieux. Et qu'il faut aller vers un ralentissement de la société, vers une relocalisation, vers le prendre soin contre la société du mépris, vers davantage de gratuité contre la marchandisation, vers plus de coopération contre le culte de la concurrence. Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction. Ben oui, on a des milliards de neurones, il faut bien que ça serve un petit peu. On ne construit pas la société de demain avec les idées d'hier. Ce qui est important, c'est d'acter que l'itinéraire, la trajectoire dans laquelle nous sommes est sans issue. Le dilemme, c'est que pour un économiste, freiner la croissance, c'est une hérésie. Pour un écologiste, l'encourager, c'est une hérésie. Eh bien, il va falloir trouver l'alternative. Et si la crise actuelle nous offre l'opportunité de changer de modèle, il est bien temps
vraiment, de changer de modèle. Alors pourquoi n'a-t-on rien fait? Parce qu'on disait le libéralisme, il n'y a pas de limite, c'est la liberté. Mais la liberté aussi a des limites et nous devons aller vers un monde de partage. Il faudra aller vers plus d'équité et peut-être faire une nouvelle civilisation. Comme je le dis souvent quand je suis chez les jeunes, rêvons, c'est une utopie. Rêvons à une civilisation de l'amour. Choisissez chacun d'entre vous ce qui vous choque, ce qui vous indigne, et alors mobilisez votre énergie. De l'instant où le sort de ceux qui vous entourent vous touche, eh bien, on devrait tous faire de la politique, en effet. Bien plus que le bruit des bottes, je crains le silence des pantoufles. Nous sommes dans une période assez rare où la crise et l'impuissance des puissants laissent une place au libre arbitre de chacun. Il existe aujourd'hui un laps de temps pendant lequel nous avons chacun la possibilité d'influencer l'avenir par notre action individuelle. J'ajouterai évidemment aussi notre action collective. Oh, je sais bien, chers amis, que ces valeurs ne sont pas les valeurs de la société dans laquelle nous vivons. La beauté, la bonté, la douceur, la générosité, la miséricorde, le pardon, tout ça, évidemment, a complètement disparu du paysage médiatique, hélas. Et que probablement est-il nécessaire de mettre dans notre monde et pour le futur cet ingrédient dont nous parlons depuis 2000 ans et qui s'appelle l'amour. Ce qui est embêtant, c'est qu'on en parle toujours et qu'on ne l'essaye jamais. Sans doute est-il temps de l'essayer pour de bon. Mais je crois qu'on devrait dire à tout le monde, comment vous n'êtes pas utopiste, mais vous devriez avoir honte. Un humain, c'est quelqu'un qui pense à l'avenir et qui pense pour le rendre meilleur, pour le rendre pour tous les hommes un peu meilleur.